voilà. Très années 80 comme ça. Ah oui, beaucoup, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je vais te parler de tarot. Comme tu le sais, le tarot est une partie importante de ma vie, puisque je les collectionne, que je m'en sers et que j'en crée. Donc aujourd'hui, je vais te raconter comment je suis tombée dans la marmite du tarot. Je te plante le décor. Je dois avoir à peu près 12 ans et on m'offre un tarot de Marseille. Alors je ne sais plus qui c'est qui m'avait fait ce cadeau, mais toujours est-il que donc je me suis retrouvée avec un jeu du tarot de Marseille et je dois dire que j'ai pas tellement aimé. J'ai trouvé que les dessins étaient pas vraiment jolis, enfin faut dire j'étais fort jeune et ces dessins un peu médiévaux, un peu archaïques, ça m'a pas du tout parlé, je suis pas rentrée dans le jeu. Enfin, j'ai pas du tout pris goût à cette imagerie et du coup je me suis pas tellement servie de ce jeu et je crois même que j'ai dû m'en débarrasser parce que aujourd'hui je sais plus du tout où il est. Ensuite je suis entrée en adolescence et vers l'âge de 15 ans, comme je me posais beaucoup de questions, ce qui est normal à cet âge-là, tu vois, sur mon identité, sur mon avenir, sur qui suis-je, où vais-je, où cours-je, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'ésotérisme. Et donc, au travers de l'ésotérisme, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelait les jeux divinatoires. Et je me souviens qu'un jour, je me baladais, je crois que c'était chez Gilbert Jeune, et je suis tombée sur un jeu qui s'appelait l'Oracle Béline, qui était dans un petit coffret noir et qui contenait une cinquantaine de cartes. Alors, il y avait des cartes positives, des cartes négatives, et je sais pas pourquoi, mais les illustrations m'ont parlé. Il y a eu quelque chose dans ce jeu qui m'a intéressée. Faut dire aussi que peut-être à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de jeux sur le marché, l'offre était beaucoup moins étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, tu vois, je pense que j'ai pas dû avoir un choix énorme. Et ce jeu m'a accompagnée très très longtemps. C'est-à-dire que je m'en suis beaucoup servie. Je me souviens que je l'emportais à l'école et que je faisais des tirages pour mes copines et moi. Et donc aujourd'hui, mon oracle Béline, il est complètement vieux, mité, il a super bourlingué, il a fait le Vietnam, il est tout abîmé, mais j'y tiens énormément. Et puis, au bout d'un certain temps, j'en ai eu un petit peu marre d'utiliser le Béline, parce que justement, ces images, je les avais tellement vues et revues que ça manquait un peu d'attrait et de nouveauté. Et donc vers la fin de mon adolescence, je me suis procuré un autre jeu qui lui s'appelait les cartes méditation. Et je fais ici un petit erratum. Je t'ai dit que c'était les cartes méditation. Ce sont les cartes intuition. C'était un grand coffret bleu et les cartes étaient beaucoup plus grandes que sur l'oracle Béline. Et là, les illustrations étaient de type un peu New Age, et c'était vraiment des cartes qui favorisaient la méditation. Donc en fait, tu tirais une carte, et puis tu la regardais un certain temps, et tu te laissais porter par tout ce qu'elle t'inspirait et tout ce qu'elle te paraissait véhiculer. Et puis pendant plusieurs années, je me suis plus du tout servie de mes jeux, et je me suis plus tellement intéressée aux jeux divinatoires. Et c'est là que nous arrivons en 2008. Pour diverses raisons que je ne vais pas t'expliquer maintenant parce que c'est pas du tout intéressant, mon meilleur ami et moi, nous nous inscrivons à un cours d'enracinement et de méditation dans le 9e, tenu par un grand maître chinois. Lors d'un de ces cours, ce grand maître chinois amène un jeu de tarot qui s'appelle le Osho Zen Tarot, et il fait un tirage avec tous les élèves qui sont présents ce soir-là. Et je sais pas, ça me provoque un déclic, ça me donne envie de m'intéresser un petit peu à ce support, qu'à ce moment-là je ne vois plus comme un outil ésotérique ou occulte ou paranormal, mais que j'appréhende comme un support de connaissances, de développement, d'inspiration, tu vois, mon approche commence un petit peu à se modifier par rapport à celle que j'avais pu avoir étant adolescente. Et là-dessus, une amie m'offre ce jeu du Osho, parce que justement, elle avait appris que j'avais été à un cours et qu'on s'était servi de ce jeu-là, et que je m'intéressais désormais au tarot, et donc, au Noël qui suit, elle m'offre ce jeu. D'ailleurs, merci Elsa, parce que sans le savoir, tu as ouvert mon avenir de tarotiste en m'offrant ce jeu. Je reçois le jeu Osho, je commence à travailler avec lui, et véritablement, c'est là que je tombe vraiment dans la marmite. Enfin, en tout cas, ça m'ouvre une porte, ça me dévoile un horizon tout à fait inattendu, et ça m'ouvre un nouveau champ de connaissances. Je me mets à étudier la structure du tarot, vraiment, dans les détails. J'essaie de mieux comprendre comment se structure un jeu, pourquoi il y a diverses familles, comment marchent ces familles entre elles, comment ça se passe, comment les cartes se suivent. Pour parfaire cette connaissance, je commence à acheter des jeux, forcément, parce que j'apprends qu'il y a divers courants dans l'histoire du tarot, que donc il y a un jeu qui s'appelle le Rider-Waite, mais qu'il y a aussi un jeu qui s'appelle le Tarot de Marseille, qu'il y a aussi d'autres jeux divinatoires qui s'appellent les jeux de Mademoiselle Lenormand,
Et pour mieux parfaire cette connaissance, bah forcément, j'achète les jeux, tu vois, pour savoir de quoi je cause, il faut quand même que je les ai en main, que je vois exactement de quoi il s'agit. Et plus j'achète de jeux, plus ça me donne envie d'en acheter. Ce qui fait que ma collection s'est peu à peu étoffée pour atteindre aujourd'hui le nombre fort honorable de 350 pièces et plus. En fait, je crois que j'ai dépassé les 350 pièces. Donc je trouve que c'est quand même une assez belle collection pour voir que je l'ai commencé en 2008. Je ne chôme pas dans l'achat des tarots, je l'avoue. Ceci étant, en termes de collection pure, je suis encore loin derrière Alejandro Jodorowsky, qui lui a, je crois, 1000 pièces dans sa collection. Pour les profanes, Alejandro Jodorowsky, c'est un auteur de bandes dessinées, de contes, de livres. C'est lui notamment qui a créé la saga des Métabarons. Et c'est un homme qui s'est énormément passionné pour le tarot. Il a d'ailleurs écrit sur ce sujet-là et je crois qu'il y a quelques années, il faisait même des tirages gratuits dans un café à Paris. Alors moi, comment je m'en sers de mes tarots? Eh bien, j'ai une pratique extrêmement régulière. Il se passe rarement une semaine sans que j'utilise mes cartes. Comme je te l'avais dit dans ma vidéo sur le 4 tarot et comme je viens de te le dire, c'est vrai que moi je m'intéresse pas du tout à justement à cet aspect ésotérique. Pour moi, le tarot n'est pas du tout un outil vraiment, qui a un pouvoir magique et qui est capable de te dire ce qui va se passer ou ce que l'autre pense ou qu'est-ce qui t'attend ou ce que ton futur te réserve. Ça pour moi j'y crois pas. Même si j'y croyais, je trouve que c'est pas tellement intéressant d'avoir comme ça quelque chose qui te dit ce qui va se passer pour toi. Enfin je sais pas, je trouve même que c'est plutôt flippant. Moi le tarot m'intéresse vraiment comme miroir. C'est-à-dire qu'à un instant T, je me pose une question sur ma situation, sur mes propres ressentis, sur ce qui conviendrait que je fasse par rapport à cette situation. Et c'est là que le tarot est pertinent. En fait, c'est pas un outil qui te permet de questionner le monde autour de toi, c'est un outil qui te permet de te questionner toi. Et alors tu vas me dire, mais si t'as 350 jeux, comment tu choisis? Comment tu choisis tel jeu par rapport à telle situation? Bah en fait, je ne choisis pas vraiment, c'est juste que au moment où j'ai envie de me servir d'un tarot, je sais intuitivement lequel va convenir par rapport à la situation que je traverse. C'est comme ça vient d'instinct, c'est tout d'un coup je me dis ah bah tiens, par rapport à ce truc-là, je sais que le tarot que je dois interroger, c'est celui-là. Tu sais, de la même façon que quand t'as une bande de potes, si par exemple t'as un conseil à demander, bah tu dis ah ouais alors là par rapport à ce truc-là, celui que je dois aller voir c'est machin ou bidule ou tartampion. Bah ça me fait la même chose pour mes tarots. Je sais d'instinct que celui qu'il faut aller interroger par rapport à telle situation, c'est celui-là et pas un autre. Je suis habituée à ce langage. C'est un autre langage, c'est un autre mode de communication. C'est une communication très intuitive qui passe beaucoup par la vue, par ce que tu décèles dans les images, par ce que tu as envie d'y voir. Et c'est aussi en ça que cet outil est complètement infini et qu'il offre des possibilités qui sont totalement infinies. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai quels sont les différents types de jeux que l'on trouve sur le marché des cartes divinatoires, c'est-à-dire quelles sont les différences entre les tarots, les oracles, les lenormands, etc. Et puis dans une autre vidéo encore à venir, je t'en avais déjà parlé, je t'expliciterai quelle est la structure exactement d'un tarot, quelles sont les différentes familles, comment elles fonctionnent entre elles et comment aussi fonctionne la suite des majeurs. Voilà, ce sera dans des vidéos à venir pour les prochaines semaines. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à partager, à liker ou à commenter. Ça me fait toujours un immense plaisir. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée et je t'embrasse. Mouah. And remember, make war, not art. Non, c'est l'inverse.